Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, rencontre des experts de l'autorité du bassin du Mono, ABM, ce mardi 12 janvier à Cotonou. Objectif principal de ces assises, l'étude des différents rapports d'activité de la direction exécutive de l'ABM. Délivrance depuis ce matin des fiches de parrainage pour l'élection présidentielle d'avril 2021 par la Commission électorale nationale autonome aux élus. Les précisions, c'est dans un instant. Et puis, en France, la question de la fermeture des écoles refait surface pour le ministre en charge de l'éducation nationale. Il n'est pas question de les refermer, ce malgré le regain épidémique dans le pays. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. La troisième réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono ABM a démarré ce mardi 12 janvier à Cotonou. 3 jours durant, les experts venus du Togo et du Bénin auront apprécié les différents rapports d'activité de la direction exécutive de l'ABM. Le compte rendu est signé Carnot François Rongbeder-Antor, Fiacre Voitan. Afin de déterminer les leviers permettant à l'autorité du bassin du Mono ABM de relever les défis ayant motivé sa création il y a un an, les rapports d'activité de cette première année d'exercice ainsi que le plan de travail annuel et le budget 2021 seront analysés au cours de la troisième réunion du comité technique des experts qui a démarré ce mardi 12 janvier 2021 à Cotonou. Une activité de la direction exécutive de l'ABM autorisée par la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres tenu à Lomé le vendredi 20 septembre 2019 et qui s'inscrit dans un cadre juridique institutionnel bien défini. Cette troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2014 portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. C'est donc le cadre juridique et institutionnel approprié pour le développement du bassin hydrographique du Mono et de sa population riveraine. Un cadre juridique institutionnel qui permettra aux experts venus du Togo et ceux du Bénin d'apprécier 3 jours durant les différents rapports d'activité de la direction exécutive de l'ABM. Distingués experts de l'ABM, assistants avisés du Conseil des ministres dans son rôle d'orientation et de pilotage de l'ABM, vous êtes là pour apprécier pendant 3 jours les différents rapports des activités menées par la direction exécutive et de proposer des recommandations pertinentes permettant au ministre de prendre les décisions appropriées. Il a plu aux représentants du ministre de l'Eau et des Mines, dans son allocution d'ouverture, de rappeler aux experts l'importance de leurs recommandations à l'issue de la dite section. Les recommandations issues de vos travaux serviront de support au ministre de tutelle pour la prise de décision pouvant impulser la dynamique nécessaire à l'ABM pour son fonctionnement efficace. J'ose croire que vous mesurez à sa juste valeur votre responsabilité dans cette dynamique. Rappelons que plusieurs activités sont prévues pour cette troisième réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono qui prendra fin le jeudi 14 janvier 2021. Le retrait des fiches de parrainage pour l'élection présidentielle d'avril prochain a démarré ce jour au siège de la Commission électorale nationale autonome. Plusieurs élus, notamment des maires et députés, s'y sont rendus pour retirer leurs fiches. Suivant les propos de quelques-uns, au thème du processus de retrait, ils sont au micro de Roland Laurent Tonéikes. Effectivement, j'ai quitté Boycon très tôt ce matin pour être ici à 9h00 afin de retirer mon formulaire de parrainage. Je peux vous dire que je considère cet acte comme un acte citoyen. Je pense que c'est l'acte qui marque le démarrage véritablement du processus qui va nous mener vers l'élection présidentielle.
Et en venant ici et en accomplissant les formalités, j'ai senti comme une responsabilité du politique que je suis, puisque nous aurons à remettre notre parrainage à un des candidats à l'élection présidentielle afin que ce dernier soit en liste. Et ce formulaire, je l'ai. Désormais, j'entre dans la réflexion, bien évidemment avec mon parti politique, pour voir qui aura mon parrainage. Je suis très content. Je voudrais féliciter franchement la Sénat, son président, sa vice-présidente et tous les commissaires et toute l'équipe pour avoir su internaliser et mettre en pratique le texte de loi voté par le législateur. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et pour ma part, je voudrais rassurer tous les électeurs, toutes les populations, que le parrainage n'est nullement un facteur de blocage. Nous allons pouvoir parrainer tous les candidats et c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les élections soient inclusives. Nous sommes des responsables, donc ce n'est pas la peine de se laisser distraire, de continuer à se laisser intoxiquer. Le vrai problème du pays, c'est la pauvreté. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est la toute première fois dans notre pays que nous voulons essayer cette pratique. C'est une pratique qui va permettre aux électeurs de faire le bon choix. Franchement, il y a plus de peur que de mal. Je voudrais demander à tous ceux qui veulent être candidats de se rapprocher des parrains et leur demander leur parrainage avant de dire qu'ils ne seront pas parrainés. C'est vrai, c'est un grand pas dans notre démocratie. On n'a jamais fait ça dans notre pays. C'est la toute première fois. Et cette loi qui a été prise, nous ne pouvons pas la juger tant que nous ne l'appliquons pas. C'est lorsque nous allons l'appliquer que nous allons voir ce qui est mal fait, ce qui est bien fait. Et s'il faille corriger, on va la corriger. Mais pour le moment, franchement, nous ne pouvons pas donner une appréciation négative de cette loi-là. C'est un ouf de soulagement. Nous sommes très heureux que la réforme du système partisan soit véritablement mise en œuvre. Véritablement mise en œuvre pour le bonheur de la démocratie béninoise. Nous venons d'avoir le formulaire qui est un acte républicain. Nous allons parrainer les candidats qui le désirent à travers ce formulaire. Et le parrainage est un acte républicain, mais l'acte politique de soutien aux candidats va dépendre du candidat que notre parti, l'Union progressiste, va choisir. Et puis la veille déjà, hier donc, le calendrier électoral de la présidentielle de 2021 a été rendu public par la Commission électorale nationale autonome. C'était en présence de Samson Oké et de Romaric Devochy. Le calendrier électoral pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin est désormais rendu public. C'est à travers une cérémonie de lancement officielle tenue ce 11 janvier 2021 à Cotonou. Pour le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, ce calendrier est le fruit de réflexions, de plusieurs concertations entre les membres des différentes institutions impliquées dans l'organisation de cette élection selon les textes de la République. À l'issue de ces concertations, la Sénat a élaboré le calendrier électoral de la présidentielle du 11 avril 2021 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre et de le mettre ensuite à la disposition de tous les acteurs du processus électoral ainsi que de l'opinion publique nationale et internationale dans un souci de transparence. La cérémonie de ce jour marque le début du déroulement des 17 activités principales inscrites dans ce calendrier électoral.
La publication du calendrier électoral marque ainsi l'enclenchement du processus qui nous conduira à la tenue, le 11 avril 2021, du premier tour de l'élection et éventuellement au second tour le 9 mai 2021. Le processus électoral est ainsi lancé au Bénin, un processus au bout duquel le nouveau président de la République qui sera élu prêtera serment le 4e dimanche du mois de mai, soit le 23 mai 2021, selon les modifications apportées à la Constitution du 11 décembre 1990 en novembre 2019 par les députés de la 8e législature. Tanguiéta est la 69e commune que parcourt le président Patrice Talon depuis le 12 novembre dernier dans le cadre de sa tournée nationale de réédition de comptes. Dans cette localité de la chaîne montagneuse de l'Atakora, les citoyens adhèrent aux réformes en cours dans le pays depuis avril 2016. Dimanche 10 janvier dernier, population et élus communaux l'ont fièrement signifié au président de la République. Frédéric Espoir Oumabou pour les détails. Venus des 39 villages administratifs, les populations de Tanguiéta sont sorties massivement pour exprimer leur gratitude au chef de l'État. En effet, grâce au programme d'action du gouvernement, une attention particulière est accordée à la commune qui est redevenue une des attractions les plus prisées du tourisme. La cerise sur le gâteau au niveau de la commune est incontestablement la rénovation totale du parc national de la Pandjari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Mais au-delà, plusieurs besoins sont encore bien vivaces et le maire Boukari Zakaria les a relevés au cours de la rencontre avec le chef de l'État. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune reste encore confrontée dans quelques établissements à l'insuffisance de salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé, Tanguiéta a la chance d'abriter un hôpital de réputation sous-régional. Les ressources de l'hôpital s'améliorent drastiquement pendant que les charges augmentent. Des difficultés que le chef de l'État reconnaît. Mais ces difficultés seront bientôt conjuguées au passé avec les programmations faites dans ce sens, dit-il. Il y a deux secteurs dans lesquels l'épreuve est de taille. L'éducation et la santé. En ce qui concerne la santé, nous manquons d'infrastructures. Nous manquons d'équipements dans les infrastructures. Nous manquons de personnel. Mais ça vient. Ça vient à partir de 2021. Vous verrez que les promesses et les engagements pour accompagner le fonctionnement des structures de santé, aussi bien publiques que privées que partenaires, vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants, à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours, c'est que désormais, 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire, quel que soit le niveau où ils sortent, que 70% soient formés au métier. Peu à peu donc, Patrice Talon égrène les dernières communes du pays, confirmant sa notoriété auprès des populations. Actualité en dehors du Bénin, l'inquiétude s'enfle davantage aux États-Unis à 8 jours de l'investiture de Joe Biden. Les renseignements américains craignent de nouvelles mobilisations des partisans de Donald Trump partout dans le pays dès ce week-end. Jusqu'à 15 000 soldats seront déployés dans la capitale, a annoncé le Pentagone. Une crainte amplifiée par la démission du ministre de l'Intérieur et des démocrates ont lancé de leur côté une procédure de destitution. Démocrates pour tenter de destituer Donald Trump est déjà prêt. Il devrait être envoyé cette semaine au Sénat après le vote de la Chambre des représentants. Le but, écarter définitivement Donald Trump du pouvoir.
Il peut seulement accorder son propre pardon pour des délits fédéraux. Il ne peut pas s'innocenter pour des délits d'État et c'est pourquoi il est mis en examen dans l'État de New York. Et c'est l'une des motivations que les gens ont pour préconiser un impeachment. Eh bien, j'aime le 25e amendement parce que ça nous débarrasse de lui. Il n'est plus en fonction, mais il y a un fort soutien au Congrès pour mettre en accusation le président une seconde fois. Le texte reproche à l'actuel président des États-Unis d'avoir mis en danger la sécurité du pays lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Une procédure de destitution qui vise aussi à juger Donald Trump, même après la fin de son mandat, dans le but qu'il ne puisse plus être candidat à une élection présidentielle. Une manœuvre qui a donc lieu quelques jours avant la cérémonie d'investiture de Joe Biden, qui serait, selon certains documents du FBI, menacée par de nombreuses manifestations dans le pays. Une situation qui n'inquiète pas le président élu. Je n'ai pas peur de prêter serment en plein air et je me fais briefer. Je pense qu'il est essentiel de veiller très sérieusement à ce que les personnes qui se sont livrées à l'insurrection et qui ont menacé la vie de personnes, qui ont souillé la propriété publique, qui ont causé de grands dégâts, soient tenus pour responsables. Et l'inquiétude gagne du terrain aussi dans le camp du président républicain. Hier, le ministre par intérim de la Sécurité intérieure a présenté sa démission. Une cérémonie d'investiture qui devrait donc se dérouler dans un contexte particulièrement tendu. Le Pentagone a autorisé le déploiement de 15 000 soldats de la garde nationale à Washington. Donald Trump a déjà confirmé son absence lors de la cérémonie d'investiture. Une bonne chose, a estimé Joe Biden. En plein regain épidémique en France avec la nouvelle variante britannique de la Covid-19, la question de la réouverture des écoles refait surface. Il n'est pas question de les fermer selon le ministre de l'Éducation nationale qui s'est exprimé à ce propos. Une décision qui diffère de celle de plusieurs autres pays européens. Plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école. Jean-Michel Blanquer persiste et signe. Le ministre de l'Éducation nationale garde son cap inchangé depuis le début de la pandémie. Accusé de ne pas avoir retardé la rentrée scolaire en raison de la situation sanitaire toujours très préoccupante, il s'est défendu d'avoir mis en danger les enfants après l'apparition en France du variant britannique du Covid-19. Ne pas aller à l'école nuit énormément aux enfants sur le plan éducatif, social et même sur le plan sanitaire. Cela peut être très négatif sur les plans psychologiques et physiques. Nous devons sans arrêt, durant toute cette crise, avoir comme première priorité les enfants, les adolescents et les jeunes, parce que ce qu'ils vivent peut obérer leur futur si nous n'y prenons garde. Mais pour penser au futur, encore faut-il assurer le présent. Le virus continue de se propager dans l'Hexagone. Le nombre de cas positifs tourne autour de 20 000 depuis plusieurs jours. L'objectif, c'est de maintenir le plus possible les enfants à l'école. Notre boussole, c'est de dire que la dernière chose qu'il y aurait à fermer en cas de durcissement des mesures, c'est l'école. Le milieu scolaire n'est pas plus contaminé que le reste de la société. Sauf que voilà, en situation d'école ouverte, les 12-16 ans ont 7 fois plus de risques que les plus de 17 ans d'introduire le Covid-19 au sein d'un foyer. C'est la conclusion d'un récent rapport des Sages, un groupe d'experts scientifiques, et c'est loin d'être la seule étude en ce sens. La dernière en date est suisse. Elle affirme que la fermeture des écoles au sein du pays a drastiquement réduit la transmission du virus. La fermeture des écoles a réduit la mobilité de 21,6%. Notre analyse confirme que la fermeture des écoles est une mesure qui permet de réduire la vitesse de circulation du virus par la réduction des déplacements. L'équipe de chercheurs suisses a analysé 1,5 milliard de mouvements entre le 10 février et le 26 avril 2020. Pour ce faire, elle a utilisé des données des opérateurs mobiles helvétiques pour évaluer l'impact des mesures contre le Covid-19 sur la mobilité. Si les écoles sont fermées, on peut espérer un grand changement dans les comportements. Non seulement les enfants restent à la maison, mais ça implique aussi parfois un changement pour les parents.
Un changement pour les parents, c'est peut-être là que le bât blesse pour l'État français. L'économie étant déjà en crise en raison de la pandémie, la fermeture des écoles pourrait empêcher de nombreux parents de poursuivre leur activité professionnelle, situation qui dégraderait davantage la situation économique. Est-ce ce qui a guidé les choix stratégiques du gouvernement ? Quoi qu'il en soit, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche et une vingtaine d'autres pays dans le monde ont préféré jouer la carte de la sécurité et ont fermé leur école. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.